3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Evelyne Hermann est avec nous, économiste Europe chez Bank of America Global Research. Bonsoir Evelyne. Merci d'être là. Merci à Léa Dauphas d'être avec nous également. Bonsoir Léa. Bonsoir. Vous êtes chef économiste chez TAC Economics et Valérie Gastaldi nous accompagne. Bonsoir Valérie. Bonsoir Greg. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez Day by Day. Un mot peut-être des conditions de marché, en tout cas au quasi-terme de ce premier trimestre. Valérie, je donnais quelques références. Le MSCI World, c'est autour de 8% de hausse. Le S&P, le Nasdaq, c'est un plus 10. Et c'est plus 10+, on va dire, pour les indices en Europe. C'est plus 12 pour l'Eurostock 50, si on prend des grands indices de référence pour les marchés développés. Comment s'est faite cette hausse? Est-ce qu'elle s'est faite dans le doute? Est-ce qu'elle s'est faite dans l'optimisme? Est-ce qu'elle s'est faite dans l'idée d'une certaine complaisance, peut-être? Alors, peut-être qu'on peut distinguer deux phases. Une première phase qui a été celle du doute, parce que, bon, dans l'ensemble, le marché n'était pas inquiet en fin d'année dernière, mais je crois que dans la majorité, ce qui était envisagé, c'était plutôt qu'on s'arrête sur les sommets précédents, et puis qu'on consolide, et puis que peut-être ça rebaisse un peu, enfin, bon. Donc, on n'envisageait pas grand-chose pour 2024. Mois de janvier, c'est un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'on a commencé par avoir une correction, et qui finalement, cette correction a été très peu profonde. Moins de 5%, hein, je pense. Hein. On n'a même pas eu 5%, je pense. Je ne raisonne pas de cette façon-là, je raisonne de quelle proportion on a baissé par rapport à ce qu'on avait monté. D'accord, voilà. Ok. Et parce que c'est ça qui permet de déterminer si la tendance change, si elle peut repartir, etc. Donc, correction très peu profonde. Et c'est vrai qu'après ce moment-là, à partir du mois de février, on a commencé, et puis ça a pris de l'ampleur, à envisager que les banques centrales, enfin, notamment la Banque centrale américaine, baissent ses taux plus vite que ce que l'on croyait, et qu'en même temps, l'économie ne soit pas si faible que ce que l'on pensait. D'ailleurs, c'est plutôt fait en sens inverse. On a plutôt d'abord anticipé une reprise économique meilleure que prévu, et puis après, voilà, la surprise de Banque centrale qui, néanmoins, serait prête à relaxer un peu. Malgré tout, baisser les taux. Oui, parce qu'on est passé par un moment où on se demandait même si la Fed baisserait ses taux en 2024. Oui, la question tient toujours. Mais pour moi, la question tient toujours. Ils n'ont pas encore baissé. Donc, voilà. Donc, est-ce que ça s'est fait, pour répondre à vos questions dans l'ordre? Bon, ça, c'est ce qui s'est passé sur les actions. Sur les autres marchés, il ne s'est pas passé grand-chose, quand même. Ouais. Que ce soit sur les devises, bon, à part des mouvements sur le yen, sur le franc suisse un petit peu, mais si on pense à l'euro, au dollar, qui sont quand même les deux gros poids, il ne se passe rien depuis pas mal de temps. On monte, on baisse, mais finalement, on reste toujours autour des mêmes niveaux. Sur les obligations, ça dépend vraiment des dates qu'on va retenir. On va avoir soit des hausses, soit des baisses, mais là aussi, ça fait quand même quelques mois que dans l'ensemble, on consolide, mais on ne sait pas très bien si ça va repartir à la hausse, ça va repartir à la baisse, mais pour le moment, voilà, c'est un peu statu quo. Ça reste canalisé pour l'instant. Oui, matières premières, ça bougeote un petit peu. Pétrole qui s'est repris, alors l'or bien entendu qui a été assez sensible aux possibles baisses des taux américaines, mais à part ça, sur les métaux industriels qui sont quand même un petit peu plus pertinents pour l'économie, comme indicateur potentiel de frémissement, on attend toujours qu'il se passe vraiment quelque chose. Ça n'a pas baissé, mais ça remonte toujours pas de façon significative. Donc il n'y a que les actions qui sont parties toutes seules, parce qu'elles se retrouvent dans une situation assez idéale, effectivement, plus de croissance, des taux potentiellement plus bas, donc tout se passe bien. Alors est-ce que c'était anticipé ? Non, dans l'ensemble, c'était pas anticipé, et certainement pas dans des proportions pareilles. Ça bouscule un peu les intervenants de marché, le fait d'avoir plus 10% sur les actions là, au terme du premier trimestre? Sans doute, mais après ça, je ne sais pas, je peux pas enfin, il n'y a pas de sondage. Est-ce que vous êtes bousculé? Non, mais... Bon, donc... Oui, je pense que ça gêne un petit peu parce que dans l'ensemble, les gens n'étaient peut-être pas prêts en termes d'exposition à avoir un tel mouvement. Et puis en plus, le mouvement sectoriellement,
il surprend peut-être aussi un petit peu quand même, parce que c'est les banques. Bon, puis après, dans l'industrie, il y a quand même pas mal de choses qui se repartent avec... On entend beaucoup IA, mais en fait, vous dites sur le terrain des marchés... Les États-Unis. D'accord, mais sur le terrain des marchés, en Europe, c'est un secteur comme le secteur bancaire, financier, qui... Tout ce qui, de près ou de loin, est quand même lié à la guerre et donc au réarmement, ça marche super bien. Il n'y a pas que ça, mais enfin, ça a été... ça a beaucoup... je pense que ça a quand même pas mal impulsé les mouvements. Alors que l'alimentation, enfin la boisson plus que l'alimentation d'ailleurs. Le défensif, quoi, le très défensif. Voilà, alors bon, la santé pour le moment, ça se tient. Et le luxe, avec des destins un petit peu variés. Mais en termes de sur ou sous-performance, c'est quand même pas super engageant, ces trois secteurs-là. D'accord, ok. Voilà. Donc, on a quand même... je pense que c'était difficile d'envisager que les banques remontent autant que ça en fin d'année dernière. Est-ce qu'il y a de la complaisance dans les marchés? Comment vous mesurez le niveau de complaisance qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les marchés actions? Alors, moi, je ne pense pas qu'on soit à un niveau de complaisance très important pour le moment. Maintenant... il y a une asymétrie complète entre la fin des baisses et la fin des hausses. L'une est rapide et l'autre est très lente. Donc, étant donné que pour le moment on est au plus haut, pour moi il n'y a pas de danger parce que c'est uniquement après qu'on ait fait un plat pendant un certain temps au plus haut que pendant le plat, l'optimisme est continué à croître parce qu'on a des données fondamentales qui sont bonnes, mais qui en fait ont déjà été anticipées par le marché. Bien sûr. Et là, on se retrouve en situation de danger. Pour le moment, on monte, et en fait, on monte à un rythme qui est... ça dépend comment on regarde, c'est pas particulièrement effréné. À court terme, c'est super régulier, c'est une ligne droite. Donc on ne part pas en parabole, ce qui est la caractéristique d'une bulle, c'est de partir en parabole. Il faut plusieurs changements de vitesse pour décrire une bulle, donc on n'est pas du tout dans un mécanisme de bulle sur les indices au sens large. Si on regarde en graphique en base logarithmique pour les prix, parce que quand même, c'est pas pareil avec un Dow Jones à 40 000 qu'avec un Dow Jones à 10 000, oui, on a bien monté, mais en même temps, il n'y a rien qui interdise de monter. Non mais... vraiment... Non, on n'est pas du tout dans un cas... C'est le sens de la marche du monde, comme j'essaye de l'expliquer. Non mais depuis que le monde est monde, les actions montent, quoi. La plupart du temps, en tout cas. La plupart du temps. C'est l'histoire du monde, quoi. Dans un monde en expansion, oui. Donc oui, c'est pas interdit de monter. Puis on a des biens indiciels, enfin bon, on sait que... Non, mais vous percevez pas de danger particulier, alors toutes choses égales par ailleurs, mais il n'y a pas de signaux, comme vous dites, d'exubérance ou de complaisance exacerbée. C'est pas le Nasdaq 99 qui prend encore 120% entre le 1er janvier 99 et mars 2000. Pardon, c'est pas le Nasdaq. On n'est pas dans la phase de fin de bulle. Entre le 1er janvier 99 et mars 2000, le Nasdaq prend 125%. Oui, non, mais on n'est pas. Non, on n'est pas dans cette proportion-là. On n'est pas du tout. On n'est pas du tout là, parce que même les indices. Après, il y a peut-être des valeurs qui ont galopé un petit peu trop vite, etc. Mais non, on a une participation qui s'élargit très large. Donc c'est solide ce que vous décrivez. Quelque chose de... Moi, au début d'année, en fin d'année dernière, j'étais méfiante encore. Je craignais qu'on ait encore une baisse avant de pouvoir partir à la hausse. Et puis après, quand on voit que, en fait, à peu près toutes les actions repartent et que beaucoup repartent de façon très solide, donc les indices, c'est assez naturel qu'il se passe la même chose, quoi. Il faut attendre. Les fins de hausse, c'est lent. Voilà. C'est ce qu'il faut avoir en tête. La seule exception, il y en a eu deux, mais celle dont tout le monde se souvient bien entendu, c'est Covid, où on avait fait des nouveaux sommets historiques partout, et puis où tout d'un coup, tout s'est effondré. Mais bon, c'était pas pour une raison financière. Voilà, donc à part ce cas-là, et d'ailleurs on est revenu tout de suite au sommet, ça a été super rapide, donc... à part ce cas-là, moi je ne connais pas de fin de hausse qui se fasse depuis les sommets. Alors après, on aura peut-être des baisses de 2-3%.
Ouais, je comprends. Bon, très bien, dans un schéma de marché où l'ambiance reste constructive, quoi, si je comprends bien. Oui, je pense. Pour l'instant. Oui. Ça nous amène à évoquer quand même le printemps des banques centrales. Evelyne, non, mais vous l'avez dit, même Valérie, ça a été quand même un des catalyseurs ou un soutien quand même de la performance des actifs risqués. Qu'est-ce que vous retenez des communications du mois de mars ? Est-ce qu'il y a un biais dovish qui émerge, ou en tout cas l'idée quand même que on va avoir de manière peut-être même synchronisée de premières baisses de taux de la part des grandes banques centrales majeures à horizon de la fin du printemps. C'est toujours la définition de qu'est-ce qui est le printemps, qu'est-ce qui est l'été. Là, c'est la BCE qui nous... Voilà. Quand on regarde toute la communication qu'on avait la semaine dernière, il y avait quand même certaines nuances dovish, mais ça dépend vraiment des banques centrales. Donc, quand on regarde la Fed, on aura plutôt l'impression que c'est une banque centrale structurellement plutôt dovish. Les voilà nous présentant une hausse de leur croissance, prévision de croissance avec une hausse sur l'inflation qui est beaucoup plus modérée. Donc, du coup, vraiment l'histoire que c'est une reprise côté offre de l'économie qui est complètement compatible avec une désinflation dans l'économie vers la cible. Donc, du coup, ils aimeraient bien baisser les taux quand même à un rythme de 3 baisses cette année et 4 l'année prochaine, ce qui est notre scénario de base. Donc, changement côté croissance, pas de changement côté les plans de la Fed même de baisser les taux. Ça, c'est plutôt dovish. C'est une banque centrale qui... structurellement, c'est une banque centrale qui nous explique qu'on pense que le côté offre est en train de se rétablir, mais également peut-être on est prêt à courir le risque que l'inflation reste à des niveaux supérieurs de 2%. On est prêt à tolérer ça. On est prêt à tolérer ça. Alors que de l'autre côté de la zone euro, c'est une économie un peu enrhumée comme moi. Non mais... donc du coup, on fait face à une BCE qui est beaucoup moins structurellement dovish, plutôt structurellement hawkish. On avait la conférence de ECB and its Watchers la semaine dernière. Ouais. On n'a pas appris grande nouvelle chose par rapport à ce qu'ils nous avaient dit en mars. En mars, ils avaient dit, voilà, nous prêts plus ou moins à commencer le cycle de baisse en juin. Mais dans un contexte très différent. Dans un contexte où les prévisions de la BCE sont de retour à la cible en 2025-2026, ça dépend un peu quelles composantes qu'on regarde, dans un contexte où on a révisé à la baisse le taux de croissance, les prévisions de croissance à court terme, dans un contexte où quand même il y a beaucoup de persistance dans les prévisions de la BCE que nous, on a du mal à s'expliquer. Donc du coup, c'est pas forcément très dovish. Et une fois que la BCE nous dit, juin, on peut s'imaginer, mais certainement pas avant, la distribution de risque autour de cette baisse de juin, elle est bancale. Elle est plus de risque vers un retard en zone euro. C'est pas forcément très dovish en tant que communication. On n'y croit pas trop, mais c'est pas très... Bon. Après, la Banque centrale qui a surpris, c'était la SNB. Eh oui, la Suisse. La Suisse qui prend donc du coup un point de vue complètement différent sur l'inflation, qui disent les surprises qu'on a eues les mois derniers, c'est vraiment des surprises qui nous font repenser toute la trajectoire d'inflation entre aujourd'hui et 2026. Et donc du coup, on baisse les taux. Boum. On pensait qu'il y aura une baisse, un cycle de baisse de taux de la SNB. Il commence plus tôt. C'est peut-être parce qu'ils ne veulent plus utiliser, leur bilan pour... Vous savez quoi, je vais demander si on peut couper la clim, peut-être, si les équipes en régie peuvent couper la clim. Vous êtes à la mauvaise place, Evelyne. Ça souffle. Non, mais donc du coup, c'est une banque centrale où on peut peut-être s'interroger s'ils ne veulent plus utiliser leur bilan pour éviter une appréciation de la monnaie. C'est toujours leur crainte principale en Suisse. Mais ça reste une dynamique assez intéressante. Donc, du coup, on a une Fed qui, certainement, par rapport à leur économie, est plutôt dovish. Une BCE qui, par rapport à leur économie, reste plutôt hawkish, même si on s'approche des baisses de taux. Une SNB qui nous a surpris. Donc, du coup, voilà un peu le résumé. On n'a pas encore parlé Banque d'Angleterre. Et il y a la Banque d'Angleterre aussi, qui est en train de, visiblement, le pricing de marché est en train de déterminer si c'est pas la Banque d'Angleterre qui, peut-être, dès le mois d'avril, je crois que c'est le prochain meeting pour la Banque d'Angleterre, serait prête à déclencher une première baisse de taux de 25 points de base. Pour nous, c'est un peu trop avancé. Quand on fait des micro-pas vers une baisse de taux, c'est pas dire que ça sera demain, tout de suite. On a quand même une inflation de services au Royaume-Uni qui est nettement supérieure
à ce qu'on voit ailleurs, qui est très loin de la cible. Et dans ce contexte-là, on a un peu de mal à s'imaginer que la Bank of England commencera les baisses de taux avant août. Donc voilà. Bon. Je comprends que c'est un peu à front renversé, quoi. Les banques centrales qui ont les moins besoin de baisser sont celles qui sont les plus allantes sur des baisses de taux, et celles qui auraient potentiellement besoin de franchement baisser sont peut-être celles qui sont encore les plus réticentes. D'accord avec ce constat, Léa, sur le printemps des banques centrales? Et puis, quand même, la question, est-ce que la Fed joue avec le feu, justement, alors avec ce biais structurellement dovish, mais en entretenant quand même cette détente des conditions financières? Est-ce qu'ils ne prennent pas le risque que Jérôme Powell voulait à tout prix ne pas prendre, celui de Arthur Burns, ou en tout cas d'une résurgence d'inflation qui serait liée à une politique monétaire qui n'aurait pas été suffisamment restrictive suffisamment longtemps? Alors, quand on réfléchissait, on fait le bilan du premier trimestre, on avait plutôt, nous, une séquence 2024 qui est plutôt la phase de transition, on sort du post-Covid, des tendances monétaires restrictives, et c'est plutôt des questions de 2025 que 2024 sur la question de la résurgence de l'inflation. D'accord. 2024, je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur les processus de baisse de taux. Quand on voit la nécessité, il y a eu un moment, est-ce que les banques centrales ont nécessité de baisser les taux? Il y a un argument qui, pour nous, va dans ce sens-là, c'est le fait qu'effectivement, aujourd'hui, on a plutôt une fourchette dans laquelle la situation macro est extrêmement favorable, favorable aux États-Unis, plus résiliente qu'attendue côté zone euro, également Royaume-Uni. Un point intéressant dans les indicateurs avancés des modèles qu'on utilise, quand on fait les trajectoires de croissance, les variables cibles, les variables qui sont importantes, c'est pas nécessairement à l'instant T les variables domestiques, mais plutôt l'environnement global. Et on est dans une situation où on s'attendait plutôt à un soutien global de l'environnement extérieur qui serait plus favorable au milieu d'année. Il semblerait que c'est au cours du deuxième trimestre qu'on ait un peu cet effet d'allant de un zone vent qui porteur, quoi. Resynchronise une situation un peu plus favorable côté chinois, donc un effet en fait d'attraction mondiale qui en fait combine à la fois des données domestiques un peu meilleures côté zone euro en tout cas, toujours très bonnes côté américaine, et un environnement favorable un peu plus porteur. Donc tout cela plaide et en tout cas donne une fourchette où les banques centrales peuvent se permettre de décélérer, sachant qu'elles sont déjà toutes surrestrictives. Donc côté Fed, on a plutôt 125 BP de surrestriction. BCE, on est plutôt à 75 BP. BO, c'est plus compliqué. Elle suit en fait plutôt bien sa règle. Un peu 50 BP trop restrictive, mais en fait, il y a toujours un peu de marge. Donc la question, c'est qu'est-ce que font les banques centrales aujourd'hui? Est-ce qu'elles donnent des marges de manœuvre, sachant qu'elles sont trop restrictives, qu'au final, on est sur une situation macro qui est plutôt favorable? Et est-ce qu'on garde des niveaux d'inflation, même en ralentissant de 150 points de base côté Fed, avec un taux Fed Funds à 4, alors qu'on va retrouver des chiffrages d'inflation autour de 2? Est-ce qu'on maintient cette surrestriction alors qu'on sait que 2025 est une séquence dans laquelle on a besoin de plus d'investissements, on a besoin de banques centrales qui vont aussi soutenir un peu les politiques budgétaires qui ont besoin en fait de cette répression financière pour permettre ces plans d'investissement massifs. Donc pour nous, c'est plutôt une séquence en fait en deux temps qu'il faut un peu mettre de côté. Le premier, c'est qu'on décélère, on est une situation macro un peu plus favorable. La deuxième, c'est effectivement une inflation pour laquelle 2% devient un plancher. Quand on est dans un bas de cycle, les inflations deviennent de plancher. Si on a des cycles qui se reprennent, c'est plutôt une inflation qui évolue dans un range de 2-3%, avec le risque que ça aille au-dessus dans des phases de choc. Dans les modèles de machine learning, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas du tout de questions sur 2024. 2024, on retrouve en fait les cibles plutôt autour de 2% côté banque centrale. 2025, par contre, on voit des tendances haussières qui émergent plutôt sur la seconde partie de 2025. Donc c'est là aussi... En factorisant les quelques baisses de taux qu'on attend pour 2024. Exactement. D'accord. En ayant un environnement macro dans lequel le scénario aujourd'hui se passe bien, on a une décélération de la croissance limitée sur le premier semestre et les phases d'expansion du cycle qui se reprennent bien dès mi-2024. Mais effectivement, ça implique, si ce scénario se matérialise, une reprise de l'inflation plus proche des 2,5-3% sur fin 2025 que maintenant. Donc le risque de marché, c'est pas les 3 baisses de taux de la Fed qui sont factorisées pour 2024, mais c'est les 3 prochaines, celles qui sont factorisées en plus pour 2025. C'est plutôt où est-ce qu'on s'arrête en fait dans la baisse? Où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on on fait exactement l'inverse? Est-ce qu'on essaye de... on s'est posé cette question. Est-ce que les banques centrales auraient intérêt à aller très rapidement à la baisse aujourd'hui pour retrouver des marges de manœuvre si jamais on a une pression inflationniste qui arrive? Ou au contraire, est-ce que sachant le risque d'inflation arrive en 2025, il y a plutôt tendance à la laisser un peu de restriction
Et en fait, 4% serait cette phase un peu restrictive pour permettre ensuite d'éviter un retour de l'inflation sur 2020. Visiblement, ils aiment bien la stratégie des petits pas plutôt. Exactement. Et on le voit bien, de toute façon, compte tenu de la situation, du risque d'incertitude maintenant et des tensions structurelles qu'on a, une économie de guerre, des tensions géopolitiques ou autres, la prudence fait que c'est plutôt sur le premier scénario qu'on s'oriente, les 3 premiers pas. On attend et on regarde 2025 comment il se met en place. Qu'est-ce que ça vous inspire, Valérie, en tant que stratégiste de marché? Quel lien vous faites entre tout ce qu'on discute là sur combien de baisses de taux, le taux terminal, où on va, à quel rythme, etc. Est-ce que ça a une influence importante? Est-ce que ça aura une influence importante sur la course des marchés? Non, mais c'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question. Et puis, je veux bien qu'on redise un mot de ce que votre analyse vous amène à dire sur les marchés obligataires. Ça reste canalisé pour l'instant, mais est-ce qu'on reste quand même avec des pressions baissières sur les marchés obligataires, c'est-à-dire des pressions qui sont plutôt à la hausse des taux et des taux longs encore par rapport au niveau qu'on connaît aujourd'hui? D'abord, moi je vois alors, je travaille pas du tout à partir des mêmes éléments que vous. Mais il y a une explication au discours plus dovish des banques qui sont dans les pays qui ont finalement la croissance la plus forte par rapport à la Banque centrale européenne notamment. C'est que dans l'ensemble, personne ne comprend bien pourquoi les taux de chômage sont au niveau auquel ils sont avec les taux d'intérêt qui ont subi le parcours qu'ils ont subi. Que ça, c'est vrai en Europe ou aux États-Unis. En Europe, le taux de chômage est beaucoup plus élevé, mais enfin, il est quand même au plus bas. Bien sûr. Ou Bien sûr. oui, après. Bien sûr. Et donc ça, c'est pour ça que Powell a dit, en fait, c'est pas parce que ça va bien sur le front de l'emploi qu'on va pas baisser les taux. Parce qu'en analyse de la décision, vous pouvez pas prendre une décision à partir d'un facteur que vous ne comprenez pas. On comprend pas pourquoi on est là, donc on ne peut pas en tenir compte. Donc on regarde le reste, et le reste, potentiellement, ça peut autoriser des baisses de taux. Oui, d'autant que ce facteur emploi n'a pas empêché l'inflation de baisser. Exactement. Voilà. Donc on ne comprend pas. Je comprends. On s'assoit dessus, puis on attend. Quand on comprendra ce qui se passe, on réintégrera. On y reviendra. Et puis, comme ils ne comprennent pas très bien non plus... Est-ce qu'on va tout de suite avoir des résurgences d'inflation? Est-ce que 2024, ça va effectivement baisser autant que Lial pense? Est-ce que c'est en 2025? Tout ça, c'est quand même très difficile à prévoir. Donc moi, je crois que ce qu'elles veulent, c'est en faire le moins possible. C'est toujours. Si possible, ne pas bouger. Oui. Voilà. Et en revanche, elles ont un outil que Powell manie très très bien, c'est la parole. Donc, les banques centrales qui ont une croissance un peu forte et où les marchés pourraient emporter les taux à des niveaux trop élevés, elles essayent de les calmer. Parce qu'elles veulent juste avoir du temps pour mieux comprendre l'ensemble des déterminants de l'inflation et donc ce qu'elles doivent faire, parce qu'elles n'aiment pas engager un cycle pour une baisse de taux, deux baisses de taux. Bien sûr, sans savoir où elles vont. Savoir où elles vont. Voilà. Donc, elles essayent juste d'acheter du temps. Je pense. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que leur discours va être important? Il l'est toujours, le discours des banques centrales. On est toujours pendu aux banques centrales. Mais, en fait, il peut se passer plein de choses parce que c'est à la fois le discours des banques centrales et en même temps les données qu'on va avoir de l'économie. Donc... prévoir le futur... Donc, prévoir une conjonction d'éléments macroéconomiques, c'est super difficile parce qu'en fait, les marchés prennent des décisions à partir d'éléments qu'il faudrait regarder en tendance longue. Ils les prennent sur la variation d'un mois sur l'autre. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça qu'ils réagissent. Oui. Mais donc, ces réactions, c'est uniquement du comportemental. Voilà, donc, on verra. En comportemental, quel sera le discours des banques centrales au moment où on aura certains indicateurs et donc quelles pourront être les réactions. Mais du coup, moi, ce que je vois en tout cas sur les taux américains, c'est que les probabilités de baisse sont quand même assez faibles, quoi. Si on regarde les taux des marchés. Oui. L'ampleur de la baisse déjà a été considérablement réduite, ça c'est sûr.
Bah oui. On attendait 6-7 baisses de Mais taux. On en attend 2 fois moins. Si vous voulez, la base du travail sur les prix ou les rendements, sur les évolutions de marché, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, quand on a un certain mouvement, selon la consolidation qui suit ce mouvement, eh bien, on peut comprendre que le mouvement est terminé. Je comprends. Et que donc on s'engage dans un sens contraire. Ouais. Ou alors qu'on est juste en pause. C'est ça. Destiné à repartir. Ouais. Alors, est-ce qu'on est destiné à repartir en 2025 ou en 2024 ? Sur l'inflation ? Sur les taux. Oui, sur les taux. Sur les taux longs. Ouais. Au moins, parce que sur les taux courts, c'est plus, ils sont vraiment plats là, en ce moment. C'est un petit peu la question. Et en fait, justement, on peut avoir une année boursière très bonne en 2024 avec des taux longs en 2024 qui patientent, guidés par des discours de banque centrale fins. Pilotés. Pilotés par des discours de banque centrale fins. Parce que au niveau des actions, elles vont pas être nécessairement très... moi, j'ai pas les mêmes projections en termes d'inflation. Je pense que ça doit repartir plus tôt. Donc, bien sûr, je suis un petit peu... Donc, d'où l'idée qu'il n'y aura peut-être pas autant de baisses de taux cette année que prévu. Mais en même temps, s'il n'y a pas autant de baisses cette année, c'est aussi parce que j'ai des cycles économiques qui me laissent penser qu'on peut avoir un petit rebond quand même de la croissance américaine en 2024. Pas très fort, mais c'est quand même là, en 2024, un moment où ça peut se reprendre. Donc, j'ai quand même un scénario macroéconomique simple, avec mes outils, qui est tout à fait cohérent. Et qui peut faire monter les actions, parce que les actions peuvent monter avec les taux si on a suffisamment de croissance des bénéfices. C'est de la croissance nominale pour plus longtemps. Après, il y a un moment où on sait que ça va s'arrêter. Il y a une limite. Mais là encore, dans mes projections, c'est pas tout de suite. C'est pas en 2024 pour les marchés que le risque de hausse de taux se présente, mais je vois pas non plus une bulle en 2024 sur les actions. Donc c'est plutôt quelque chose qui va être très... Oui, mais c'est un sweet spot pour l'instant encore. Oui, c'est un sweet spot. C'est vraiment le sweet spot pour l'instant. On m'a expliqué que pour les actions, l'intervalle d'inflation 2-3%, c'est le meilleur intervalle possible pour maximiser la valeur des actions boursières sur les marchés. 2-3% d'inflation, c'est le régime idéal pour les actifs actions sur les marchés. À propos des taux, je veux bien qu'on dise un mot alors de la dette en général. Je veux stigmatiser personne ici, bien sûr, je me tourne vers vous, Evelyne. Mais j'ai lu l'interview du patron du CBO, donc le Congressional Budget Office, qui est l'organisme bipartite, indépendant du Congrès américain sur les questions budgétaires, dans le FT ce matin. C'est un warning clair. Il y a, avec les projections qu'on a remises à jour d'ailleurs sur le déficit américain, qui va rester autour de 6% pour encore 10 ans, et l'envolée de la dette américaine, qui va arriver quasiment à 120 points de PIB ou 115 points de PIB autour de 2029. On va entrer en terre inconnue. Et il le dit très clairement, il y a un risque à la truss à un moment sur un marché obligataire comme le marché américain, si jamais les gouvernants ou le politique prend des décisions qui effectivement seraient contraires peut-être à la capacité ou aux marges de manœuvre de l'État américain. Comment vous considérez ce risque ? Et à ce stade, comment vous expliquez que l'ampleur des déficits, ça a été le sujet de toute la journée aujourd'hui en France, par exemple, ne se retrouve pas dans les indicateurs de marché quand on regarde les écarts de primes de taux ? Je pense que je le mettrais peut-être... C'est deux sujets. Oui. Je le mettrais peut-être encore dans le contexte US, Europe et les trajectoires potentielles sur les taux, à court et à long terme. Effectivement, les questions du déficit très large côté États-Unis, c'est une question que nos collègues aux US regardent évidemment aussi. Une façon d'argumenter ici, c'est qu'effectivement, c'est un risque qu'aujourd'hui, les taux de 10 ans aux US ne reflètent pas du tout. Donc, si j'accumule tous les risques qu'on a aux États-Unis, il y a quand même beaucoup plus de risques qu'on aura une hausse sur les taux de 10 ans aux États-Unis, peut-être que sur la zone euro.
Il y a le risque sur un jour, on va se poser la question que les États-Unis, c'est une économie avec un twin deficit, avec un déficit jumeau, déficit interne, déficit externe, qu'il faut financer. Il y a un risque que les États-Unis aient une inflation plus large pendant plus longtemps. Il y a un risque positif, que la croissance potentielle aux États-Unis reste supérieure par rapport à ce qu'on avait avant la Covid et par rapport à ce qu'on a encore aujourd'hui, un peu comme hypothèse de base. Donc tout ça fait que on peut très bien justifier aujourd'hui que sur les taux de 10 ans aux États-Unis, il y a un spectre, il y a des intervalles de confiance autour d'un scénario de base qui sont larges et qui sont également larges à la hausse par des multiples facteurs. Y compris les questions autour de la soutenabilité de la dette. C'est la prime de terme, cette question de la prime de terme et du niveau de la prime de terme. Prime de risque, prime d'inflation, la totale. Donc il y a plein de facteurs qui font que en Europe, j'aurais tendance à dire qu'on a un peu le même problème autour de... On a des déficits larges, on a des règles du budgétaire qui nous qui nous contraignent un peu dans l'avenir. Mais on ne se pose pas du tout les mêmes questions sur la croissance. Je pense qu'il y a relativement peu de On ne se pose pas de risques, questions sur la croissance, pour dire les choses, Evelyne. Ce n'est pas une question, la croissance, chez nous. Donc ça s'améliore un peu cycliquement maintenant, heureusement d'ailleurs, parce qu'on l'a attendu depuis 2 ans. Mais on ne se pose pas la question. En zone euro aussi, on a peut-être un taux de croissance potentiel qui est supérieur aujourd'hui par rapport à ce qu'il ne l'était il y a 3, 4, 5 ans. C'est une question qu'on ne se pose pas. Côté inflation, certes, on a un peu plus d'inflation aujourd'hui, mais avec un profil de PIB qui est quand même nettement plus faible qu'on pensait avant. Je pense qu'il faudrait plus qu'on se pose la question en zone euro si on ne retombe pas dans un scénario en dessous de 2%. Donc moi, je ne crois pas trop qu'on reste dans les 2-3% sur l'inflation en zone euro du tout. Il y a un risque de voir l'inflation en zone euro repasser sous les 2%. Pour nous, c'est le scénario de base. Pour 2025 Pour 25, on a en moyenne le sous-jacent à 1,8 et le headline à 1,4. On a plein de raisons pour. C'est aussi une raison pour laquelle on pense que la BCE va devoir accélérer les baisses de taux à terme. Mais tout ça fait aussi que d'un point de vue taux à 10 ans dans l'économie, il y a relativement moins de risques à la hausse en zone euro par rapport au niveau qu'on a aujourd'hui qu'aux États-Unis. Or, la question autour de la taille des déficits, elle se pose un peu partout, j'ai envie de dire. Donc, du coup, c'est toujours une discussion relative. C'est aussi une discussion relative qu'on peut avoir à l'intérieur de la zone euro. Vous l'avez mentionné aujourd'hui, tout est plein du déficit français. On peut après discuter, est-ce que c'est la meilleure trajectoire? La trajectoire française, elle est meilleure que la trajectoire allemande où on a un déficit très resserré, mais du coup, pas de croissance. Donc c'est très compliqué. Mais en termes de marché, encore une fois, pour moi, c'est plus un risque de... Où est-ce qu'on a un risque que les taux neutres soient supérieurs à ce qu'on pense peut-être aujourd'hui ou où ils étaient dans le passé? C'est aux US. Ou est-ce qu'on a plus de risques par rapport à la macro à la hausse, au déficit à la hausse? C'est aux US. Donc, du coup, ça fait pour nous qu'on voit un écartement des spreads intercontinentaux qui est plus important dans l'avenir qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est un peu comme ça que je cadre. Je retiens effectivement la neutralité que vous avez. C'est trop d'excédents, c'est pas forcément mieux que trop de déficit. Pour des économies. Des excédents de différentes façons. Je sais bien. Les déséquilibres budgétaires, ça marche dans les deux sens également. Je repose la question de manière peut-être un peu plus frontale, Léa, mais l'Italie déborde de son déficit de 2 points, je crois. La France, c'est 0,6 points supplémentaires par rapport à ce qui était communiqué, d'une certaine manière, au marché. Bon, les spreads non seulement ne bougent pas, mais se resserrent. Je rejoins totalement ce qui avait été dit sur la question de soutenabilité. On a fait des travaux, alors c'est pas du cycle, c'est pas de l'analyse conjoncturelle, mais des travaux de soutenabilité de dette. Avec une question simple, si on a un changement de régime sur les taux d'intérêt et si on est sur des taux d'intérêt autour des niveaux actuels, qu'est-ce qu'il faut pour pas qu'on rebascule sur des crises des dettes souveraines? Et donc, si on caricature, effectivement, il y a beaucoup d'autres facteurs à mettre en parallèle, mais si on caricature à outrance, il faut en fait que la croissance nominale soit au moins égale au niveau des taux d'intérêt. Donc, si on dit qu'en Italie, on a des taux d'intérêt à 5, il faut réussir à avoir une croissance nominale autour de 5
pour avoir une croissance nominale autour de 5, il nous faut soit qu'on aille chercher des cibles d'inflation autour de 3, et puis peut-être une croissance potentielle à 2. Ouais. Est-ce qu'en Italie, on croit nécessairement une croissance potentielle à 2, une inflation à 3 ? Non. On peut ouvrir le débat à la France, et je pense aussi que la question sera non. Donc à partir de là, il y a effectivement une solution aujourd'hui quand on parle de ces questions-là, c'est comment on augmente la croissance potentielle, comment on fait en sorte que ces problématiques de dette desquelles on ne peut plus aujourd'hui les mettre de côté dû à cette manière d'acter les besoins en transition et ou la question de l'économie de guerre en Europe. Quand on fait ces calculs-là, ce qui est à la fois intéressant et triste sur les dépenses liées à la défense, c'est que c'est des dépenses avec des multiplicateurs fiscaux qui sont très forts. Donc pour 1 euro dépensé, vous avez nécessairement nettement plus élevé. Donc on pourrait très bien rentrer dans des scénarios qui sont très optimistes, je mets beaucoup de poids là-dessus, qu'on arrive dans une situation plus favorable où ces dépenses qui sont nécessaires créent un minimum de croissance potentielle supplémentaire avec un minimum d'inflation, et qu'en parallèle, ça par contre c'est indispensable, il faut des banques centrales et notamment les BCE qui restent en répression financière et qui permet en fait d'équilibrer un peu un taux d'intérêt qui permet de stabiliser la dette, en tout cas d'éviter d'arriver sur une trajectoire soutenable. Et donc le in fine de tout ça, c'est qu'en fait malgré toutes les conditions macro qu'on a, il y a un gros poids qui est à la fois la crédibilité des entités monétaires mais aussi des entités nationales, et donc il nous faut une Europe qui se construit ensemble et qui fasse des plans communs et qui amène, et une banque centrale qui soit à la manœuvre. Donc beaucoup de facteurs en fait sont in fine associés à des questions politiques. Dans une situation, on a les élections européennes qui sont en attente, les polarisations, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis, en Europe. Il y a beaucoup de poids au-delà des facteurs macro et de toutes les contraintes qu'on met, qui sont aussi sur est-ce qu'on a des entités, des autorités financières et politiques en lesquelles on croit et qui peuvent permettre aussi de stabiliser cette situation-là. Donc c'est un peu toute cette strate-là pour lequel on arriverait à des situations positives, mais c'est compliqué aujourd'hui. Mais la market credibility, comme vous dites, là, on est au bout du bout de ce qu'on peut apporter comme crédibilité ou Pour l'instant, en tout cas, la BCE a annoncé son TPI. On a très peu de détails dessus. On avait beaucoup de questionnements à l'époque sur comment il fonctionne, comment il marche et comment il peut être utilisé. Aujourd'hui, on voit bien que dans des situations telles qu'elles sont aujourd'hui, on n'a pas d'écartement sensible des spreads. Non, mais moi, ce qui me marque, c'est ça, c'est cette dissonance entre le discours du jour en France. Gabriel Attal, je crois, à l'Assemblée nationale, on parle d'austérité, enfin on en est presque là à parler d'austérité. Alors pour la France, un cas peut-être particulier, 50 ans sans budget en équilibre, etc. Il y a peut-être un track record à corriger de ce point de vue-là. Et ce qu'on voit sur les marchés, où les marchés, je ne dis pas que les marchés donnent un feu vert aux États, mais c'est pour l'instant le marché reste tout à fait serein visiblement par rapport à ce genre de situation. Alors la question de pourquoi on n'a pas été testé la crédibilité, moi j'en ai pas la question parce que je me pose aussi le fait pourquoi on ne va pas tester un peu plus loin la crédibilité des États. C'est in fine, alors il y a eu aussi l'épisode SVB, on voit bien que les banques centrales sont à la manœuvre très rapidement, sans attente. Dès qu'on a l'épisode Liz-Truss aussi, je suis désolé, je le remets dans le débat, mais au-delà de SVB, c'est plus Liz-Truss pour moi qui a marqué les esprits des décideurs de politique et de politique budgétaire notamment. Exactement. Et quand on voit le poids que pourrait avoir toute déviance des taux italiens ou des taux français, on sait bien que de toute manière, les banques centrales sont à la manœuvre dès lendemain. Donc je pense qu'il y a un gros poids de crédibilité BCE. Qui joue là-dedans. En tout cas, moi, c'est la raison que j'avance sur le pourquoi on n'a pas plus de tension aujourd'hui sur ces périphériques-là. Je comprends. Dans le bras de fer Liz-Truss, il y a eu un moment de tension entre le policymaker et la Banque d'Angleterre. Complètement. Voilà. Evelyne ? Non, j'allais juste dire qu'en Europe, on a aussi la constellation qu'on ne connaît pas trop ou qu'on n'a pas connue depuis 2002-2005, c'est l'Allemagne, vraiment, la partie archi faible en ce moment en zone euro. Et ça aide. Pourquoi ça aide ? Parce que de ce point de vue-là, c'est pas le pays avec les banquiers centraux les plus faucons dans la zone euro qui vont vouloir enfin, ils le font quand même, mais pas de la même façon. Donc du coup, c'est très différent d'un point de vue spread, dynamique de marché, narratif de marché, quand c'est l'Italie le point faible. C'est très différent quand c'est l'Allemagne le point faible. Ça aide. On a aussi en relatif, c'est très différent pour des investisseurs et des participants de marché.
Et il y a aussi le débat émergent, effectivement. Et on voit, il y a un an encore, on nous a déclaré, j'exagère, un peu fou, quand on a dit l'inflation en zone euro va tomber en dessous de 2% l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est une question qui nous est posée beaucoup moins. Il y a beaucoup plus d'accords sur ce scénario-là, ce qui fait que effectivement, il y a aussi cette dynamique, la discussion autour des taux neutres, autour de l'inflation en zone euro, qui fait que tout se limite. Parce qu'il y a juste pas beaucoup de marge de la part de la BCE de faire des folies avec une macroéconomie tellement faible en zone euro. Bon, mais ça crée une forme de convergence. On va le dire. En tout cas, il n'y a pas de fracturation financière aujourd'hui en zone euro. 1 minute pour finir avec vous, Valérie. Je ne sais pas, c'est quoi le trade du deuxième trimestre là ? Ah bah oui, non mais si. Non mais les tendances que vous décriviez en début d'émission sont des tendances qui sont amenées à se prolonger, où on peut se poser d'autres questions aujourd'hui. Je pense que le deuxième trimestre c'est plutôt comme le premier, quoi. Ouais. Donc les banques, l'industrie, banque, assurance, l'industrie, la construction, voilà, en Europe. Ouais, j'entends. Et puis, surtout pas l'alimentation, la santé et les produits de consommation. Il n'y a pas de signe de force dans ces secteurs qui sont très surveillés quand même. Santé, j'en entends beaucoup parler, mais il n'y a pas de signe de force relative dans ces secteurs aujourd'hui. Pour moi, on est en train de bâtir partout des grosses figures baissières en force relative. En termes de prix. Donc pour santé, food and beverage, c'est ça, ces secteurs-là. Santé, food and beverage, ça y est, c'est déjà parti. D'accord. Ça fait un moment que c'est parti et alors ça plonge. Et en fait, alors sur santé, c'est pas la même configuration, mais en fait, on voit bien que l'appétit pour le secteur décroît. Donc, il est toujours un peu là, et donc il y a un moment où normalement il n'y en a plus. Voilà, mais en fait tout ça, ça va rester conditionné. Je ne sais pas si il faut quand même regarder les matières premières. Voilà. Donc, un frémissement chinois serait bienvenu. Enfin, un frémissement qui prendrait de l'ampleur. Si on a un signal sur les matières premières, c'est à peu près, c'est un vrai scénario de croissance pendant quelques mois qu'il faut déployer sur les marchés. C'est ça, donc, d'accord. C'est quelque chose qui irriguera également les marchés actions et des secteurs des marchés actions qui est bien cohérent, moins forts aujourd'hui. Tous les secteurs ne sont pas alignés, énergie. Non, mais c'est bien, il manque la 15 matières premières dans le puzzle, le grand puzzle des marchés là. Bon, on suivra ça. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valérie Gastaldi, Day by Day, Evelyne Hermann, Bank of America et Léa Dauphas, TAC Economics.